Chers collègues, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour entamer une nouvelle série d'auditions dans le cadre de la mission d'information sur la seniorité des femmes par mes collègues Sophie Panonacle et Marie-Noëlle Battistel, toutes deux co-rapporteurs. Compte tenu de l'agenda législatif et en accord avec les deux rapporteurs, nous avons dû retarder le début de ces travaux, mais c'est avec un grand plaisir que nous les ouvrons aujourd'hui et que nous consacrons ce cycle de réflexion aux femmes seniors. Nous recevons aujourd'hui Madame Annie Gilberto, directrice générale de la Fédération nationale des centres d'information sur le droit des femmes et des familles, accompagnée de Madame Claire Caminade, conseillère technique, emploi et création d'entreprise. Madame Élise Moison, déléguée générale de l'association Force Femmes. Et enfin, Madame Olga Trostiansky, présidente du laboratoire de l'égalité, accompagnée de Madame Amina Abdoulaye. Bienvenue, merci à vous de votre présence parmi nous. La seniorité des femmes est ici un choix d'intitulé large sur lequel d'ailleurs nous avons mené une réflexion et qui nous permet d'appréhender les enjeux liés à la seniorité dans leur globalité, dans leur complexité. En cela, pour bien rappeler que les droits des femmes, que l'égalité entre les femmes et les hommes ne s'arrête pas avec notamment la maternité ou la question de la, comment dirais-je, d'un certain cycle de vie des femmes, mais bien tout au long de la vie, et que l'égalité concerne les femmes dans leur pluralité, et notamment en termes d'âge. Plus l'on avance dans l'âge et plus le rapport au corps évolue, nous le savons. Les plis, les rides, les marques du temps racontent aussi l'histoire d'une vie, et une vie souvent riche, importante pour nous toutes. Et je crois que c'est important de le dire. Plus on vieillit, plus l'évolution fulgurante du monde qui nous entoure bouleverse nos certitudes et nos habitudes bien ancrées. Plus l'on vieillit et plus on a peine aussi à trouver sa place dans un monde professionnel, dans un contexte de grande mutation technologique et d'automatisation des emplois. À cela s'ajoutent des problématiques sociétales. Nous le voyons tous les jours à la une des magazines, mais également des mutations technologiques, des mutations économiques également. Comment se voir reconnaître un statut ou des prestations lorsque l'on a exercé sa vie durant ce que l'on appelle un travail invisible, non déclaré. Et on voit que cette question émerge beaucoup dans le cadre du grand débat notamment. Comment pouvoir vivre décemment de sa pension de retraite alors que l'on rencontre davantage de difficultés au cours de sa vie professionnelle et en fin de carrière ? Au sein de la délégation, nous sommes toutes et tous résolument déterminés à apporter une vigilance particulière à ce que chaque femme, quel que soit son âge, sa catégorie socio-professionnelle, puisse se voir garantir l'exercice de ses droits et de l'intégralité et l'intégrité de ceux-ci. Il se décline depuis le plus jeune âge jusqu'à la maturité, le droit de disposer librement de son corps, le droit à l'égalité professionnelle, à l'émancipation économique, la lutte évidemment contre toute forme de violence, le droit d'être tout simplement entendu et considéré, et ce, à tout âge. Au vu du programme chargé des auditions de nos rapporteurs, je constate qu'elles entendent bien explorer de nombreuses pistes, de façon à identifier les axes d'effort les plus pertinents et de les coordonner au mieux. Leurs investigations, leurs recommandations seront précieuses également pour nourrir les débats à venir, et je pense évidemment en particulier au débat sur les retraites qui va bientôt s'inviter à l'Assemblée nationale. L'un des aspects récurrents est en effet la question économique et celui de l'emploi des femmes seniors. C'est le thème choisi pour l'ouverture de ce cycle d'audition, et je suis ravie que nous puissions bénéficier de l'expertise de représentantes de 3 associations particulièrement investies sur ce sujet. Je terminerai, si vous le voulez bien, en citant la très regrettée Benoît Groult, dont le thème de l'âge et du temps qui passe est souvent revenu dans ses récits, et notamment dans Les Vaisseaux du cœur, où elle affirmait ainsi « Le plus bel âge, après tout, c'est celui où l'on sait à quel rêve on tient le plus, celui où l'on peut encore en réaliser quelques-uns. » Je laisse maintenant la parole à nos 2 co-rapporteurs. Mesdames.
Merci Madame la Présidente, chers collègues, mesdames, soyez les bienvenus, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Donc comme vient de l'expliquer Madame la Présidente, nous entamons aujourd'hui donc avec cette table ronde nos travaux d'information sur les femmes seniors et je dirais plus largement sur la place des femmes âgées dans notre société. Nous avons souhaité donc nous pencher sur ce sujet car trop souvent, cette partie de la population que forment les femmes seniors sont laissées un peu à côté des réflexions. D'une part, elles ne sont pas la priorité des politiques d'égalité femmes-hommes, et d'autre part, elles sont certes au cœur des politiques publiques qui concernent les seniors, mais sans qu'il y ait de réelle distinction entre les hommes et les femmes. Donc, or, il est évident que les femmes seniors sont confrontées à des problématiques et à des enjeux spécifiques. Donc c'est sur ce point que nous souhaitons intervenir en identifiant ces spécificités, en analysant les inégalités éventuelles et en proposant, le cas échéant, des recommandations, bien évidemment, pour améliorer ces situations et résoudre donc les difficultés propres à ces femmes seniors. Donc nous avons choisi pour cela d'articuler nos travaux autour de 3 axes principaux. Les questions économiques, dans un premier temps, notamment les questions liées à l'emploi des seniors et les enjeux liés à la retraite des femmes, niveau de retraite des femmes. Nous souhaitons aborder donc à la fois les difficultés que peuvent rencontrer les femmes seniors dans le quotidien de leur vie professionnelle et les difficultés que cela peut poser en termes financiers, différences de rémunération, conséquences sur la retraite, précarisation des femmes âgées, type de pension, pension de reversion bien évidemment, relativement d'actualité. Ensuite, une réflexion sur les difficultés, les maltraitances et les discriminations que peuvent rencontrer donc les femmes seniors. Cela recouvre des situations très variées, les cas de vulnérabilité, de maltraitance physique, de maltraitance financière, le problème des arnaques, ou bien encore tout type de discrimination liée à l'âge. Et enfin, nous nous intéresserons bien évidemment aux enjeux de santé. Nous souhaitons conduire une réflexion large sur les problèmes de santé spécifiques aux femmes âgées et les défis donc en termes de santé publique, par exemple en termes de prévention des risques, d'accès aux soins, en particulier dans les zones dites déserts médicaux, ou encore des enjeux en lien avec l'alimentation. Donc au sein de cette réflexion, nous ferons un focus sur la situation des personnes âgées dépendantes. Je laisse la parole à ma collègue. Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas prolonger trop longtemps ces propos. Tout d'abord, je tiens à mon tour à vous remercier, mesdames, d'avoir accepté notre invitation à venir participer à cette table ronde sur l'emploi des femmes seniors et nous faire bénéficier de votre expertise en la matière. Ce sujet, qui est le premier que nous abordons en réunion de notre délégation dans le cadre de ces travaux d'information, nous a semblé particulièrement important, car la question de l'emploi a de lourds impacts sur la vie quotidienne, mais aussi sur les autres thématiques que nous souhaitons aborder, qui sont les questions de santé, d'isolement et autres questions, et des retraites, bien évidemment. Alors, de très nombreuses questions se posent à nous pour comprendre la situation des femmes seniors sur notre marché du travail, et nous vous avons proposé un certain nombre de questions que je vous proposerai de nous apporter des éléments après nous avoir évidemment rappelé brièvement votre rôle, les différentes missions et l'organisation de chacune de vos associations. Et puis peut-être nous indiquer quel bilan faites-vous finalement de la situation actuelle de l'emploi des femmes seniors en France. Est-ce que vous avez des éléments de comparaison avec d'autres pays? Quelle tranche d'âge définit les femmes seniors sur le marché du travail? C'est une question qu'on se pose beaucoup sur tous les domaines que nous allons étudier. Et sur le marché du travail, l'âge est évidemment pas le même que l'entrée en EHPAD, on est bien d'accord, et il est très très tôt, nous semble-t-il. Et c'est ce que vous allez nous expliquer. Les principales inégalités, discriminations ou difficultés auxquelles sont confrontées plus particulièrement les femmes seniors sur le marché du travail. Et puis évidemment les conséquences de ces difficultés qui sont spécifiques aux femmes seniors sur le déroulement de leur carrière, puis sur leur retraite, évidemment. Et puis, pour finir, les solutions qui vous paraissent peut-être pertinentes pour améliorer ces situations. Et puis, bien sûr,
tout est ouvert et s'il y a des sujets que nous n'avons pas évoqués, nous vous invitons bien évidemment par avance à nous les proposer. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être, oui, c'est Madame la Présidente qui après va redistribuer la parole. Merci, mesdames. Eh bien, je vous propose peut-être, comme vous le souhaitez, on peut commencer les premières interventions. Chacune peut faire part de ce qu'elle souhaite nous indiquer, et puis ensuite il y aura des échanges avec à la fois les co-rapporteurs et puis l'assistance. Merci tout d'abord de nous convier à cette séance fort riche en termes d'ouverture. Peut-être 2 mots quand même sur la posture à partir de laquelle je vais poser mon propos. Je vais vous parler de la vie des femmes telle que nous la voyons sur les territoires à travers l'expérience des 106 CIDF qui représentent en réalité plus de 600 000 demandes chaque année exposées par des femmes, des familles, souvent des femmes, sur un ensemble de problématiques que l'État nous confie pour informer les femmes sur leurs droits de manière à ce qu'elles puissent en disposer. On ne peut pas disposer de ces droits sans les connaître, on ne peut pas les faire valoir. Dans cet esprit, nous avons un certain nombre de conventions nationales que nous, fédérations, nous négocions, et notamment avec un organisme comme la CNAF, de manière à couper court au non-recours aux droits. Nous avons engagé tous les centres à négocier avec les CAF des permanences d'information pour que toutes les femmes, quel que soit leur âge, et notamment les femmes les plus âgées, puissent faire valoir tous leurs droits. Ça, c'est à la marge, mais pour bien situer le fait que l'accès aux droits, c'est vraiment notre cœur de métier. Nous travaillons dans une logique d'acception globale du droit. Droit de la famille, droit pénal, droit civil, droit social, accompagnement des femmes victimes de violences sexistes. Alors j'insiste sur le terme parce que les violences sexistes, ça couvre le continuum des violences. Et nous avons opté pour le fait d'accompagner les femmes jusqu'à leur retour à l'emploi pour celles qui le souhaitent. Nous savons bien que beaucoup de stratégies d'agresseurs consistent à isoler leurs compagnes de la vie professionnelle pour avoir davantage la maîtrise économique sur elles. Et sans autonomie financière, nous n'existons quasi pas. Alors, évidemment, sur une autre tranche d'âge, comme vous le soulignez, Madame, l'autonomie financière est moindre avec des retraites extrêmement faibles du fait de leur réalité sur le marché du travail, mais ça, je pense que le laboratoire en parlera peut-être davantage, puisqu'ils ont fait tout un travail sur les retraites des femmes. Ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, nous avons quand même une augmentation des femmes de plus de 55 ans se présentant à nos permanences sur des questions de retour à l'emploi et que nous nous heurtons à une grosse difficulté, c'est que il faut pour beaucoup d'entre elles ouvrir les champs de la connaissance professionnelle, puisqu'elles ont très très souvent tendance à rechercher dans des domaines qui sont déjà surreprésentés en termes de main-d'œuvre entre guillemets féminine et surtout sous-payée. La typologie du public avec laquelle nous travaillons le plus, ce sont des femmes qui sont en situation de rupture et qui cumulent un certain nombre de difficultés. Difficultés financières, problèmes de garde d'enfants, isolement, perte de confiance en soi. Et tout ça, nous savons très bien que ça a un impact quand on se présente auprès d'un employeur. J'ai pour habitude récente de dire qu'une machine à laver, on considère que 10 ans, quand elle commence à montrer des signes de faiblesse, c'est la date d'obsolescence programmée. Et pour les femmes, les premières rides, 50 ans passés, c'est la date d'obsolescence programmée sur le marché du travail. C'est triste, mais c'est une triste réalité. Cependant, nous pouvons, à travers un certain nombre de mesures alternatives que nous proposons, des ateliers de reconquête de l'estime de soi, des mesures très expérimentales comme la réinsertion professionnelle à travers l'exercice d'une pratique sportive, une action que nous avons conduite l'année dernière en collaboration avec, grâce à un financement de la Fondation Chanel. Et nous voyons que pour les femmes, passer par les secteurs classiques, Pôle emploi, etc., c'est plus adapté. C'est plus adapté, pas parce qu'elles ne s'y adaptent pas, mais parce que les mesures proposées ne sont plus adaptées.
Donc, nous recherchons avec les centres et avec le public les moyens efficaces pour d'abord regagner la confiance en soi, se revoir comme un sujet de dignité et de droit. Et ce qui est très touchant, je trouve, dans une société, comme vous le notiez tout à l'heure, qui fait face à une évolution fulgurante des nouvelles technologies, c'est quand on n'a pas attrapé le cap au bon moment, c'est très difficile de le récupérer. Donc nous avons aussi, mais ma collègue en parlera tout à fait précisément tout à l'heure, nous avons mis en place pour permettre à des femmes qui sont vraiment très isolées de la maîtrise du numérique et des nouvelles technologies, avec Orange, nous avons mis en place des ateliers digitaux dans un certain nombre de CEDEF où les femmes viennent pour apprendre à manipuler un ordinateur, correspondre avec leurs proches. Voilà. Et je vais faire l'impasse, on reviendra peut-être dessus, sur la particularité des femmes seniors en milieu rural, avec le problème de la désertification des services de proximité, avec le problème de couverture insuffisante en termes d'Internet. Il y a vraiment, en fonction des territoires, qu'on prenne les QPV, qu'on prenne les zones rurales, mais on était très très focalisé sur les QPV. Alors là, il y a beaucoup plus de moyens, il y a beaucoup plus d'actions, il y a beaucoup plus de réflexion. Mais en milieu rural, on ajoute l'isolement à tout ça. On ajoute l'isolement, on ajoute la stigmatisation. Une femme qui vit en milieu rural et qui veut reprendre un âge certain, pour moi, c'est un âge où on a une certaine maîtrise de ses connaissances, qui veut reprendre une carrière. Très vite, on va lui demander si tu es bien sûr de toi, mais qu'est-ce que va penser ton mari? Est-ce que c'est incroyable, mais c'est quand même ce que nous entendons de ce que j'appelle la vraie vie des femmes. Voilà en point majeur ce que je souhaitais exposer, mais je pense que tant qu'on n'aura pas changé notre propre regard sur les femmes seniors, et nous sommes quand même âgés de plus en plus tôt, dans les statistiques, je veux dire. Nous sommes âgés de plus en plus tôt et c'est quand même très préoccupant parce que nous sommes face à un choc. Un certain âge, 50 ans, on a quand même une certaine maîtrise des connaissances, de connaissances professionnelles, de connaissances de la vie, et il faut de tous les âges pour faire une société. Il faut de tous les âges pour faire marcher un système. Les jeunes nous apprennent et nous pouvons apprendre aux jeunes. Mais là, nous sommes dans un choc. Pour intégrer les jeunes, il faut exclure les plus âgés, ou faire comprendre en tout cas qu'elles peuvent trouver ailleurs. Et je pense qu'il faut aussi axer davantage les politiques publiques, les actions, qu'elles soient expérimentales avec tout le risque de l'expérimentation. On a des moyens pour lancer quelque chose, ça marche, on n'a plus de moyens pour continuer. Mais qu'on rentre plus dans des logiques d'intergénérationnalité. Je vais donner un exemple et j'en terminerai là. Il s'agit d'une classe relais avec des élèves qui relayaient plus les bêtises que le savoir, mais qui maîtrisaient parfaitement Internet. Ils ont passé un partenariat avec un EHPAD. Les personnes plus âgées vraiment en EHPAD, transmettaient aux jeunes un certain nombre de connaissances sur leur propre vie, comment c'était quand elles étaient jeunes, celles qui avaient connu des guerres, etc. Et les jeunes ont été formés à une première approche d'expérience de formation de formateurs et apprenaient, eux, aux personnes âgées à se former à Internet. Il y a tout un film qui a été fait là-dessus, je pourrais vous le transmettre, ça s'appelle Rayon de soleil, c'est magnifique. Et vous voyez des personnes âgées qui communiquent, qui envoient des mails à leurs petits-enfants. Et cet éveil-là a permis à la fois à un public qui ne rentre pas dans les politiques publiques. Hein. On parle très peu de l'éveil du public en EHPAD. On parle plus de la carence qui est vraie de personnel en EHPAD. Mais le bien-être des humains jusqu'à la fin de leur jour, pour moi, c'est un tout ça.
On ne peut pas segmenter et se dire là, je travaille l'emploi, là, je travaille l'insertion, là, je travaille du côté des aidants, sans voir la finalité de tout ce qu'on fait. Ce qu'on fait, pour moi, c'est vraiment une amélioration de notre posture d'humain, dans une logique de solidarité et d'humanisme. Voilà, tout simplement. Claire, peut-être sur nos... Sur les services d'emploi. Oui, si vous voulez bien. Ça m'aura épuisé le réservoir fédération. Bah, je vous en prie, on peut poursuivre. Je vous en- Donc, au sein de la Fédération nationale des centres d'information sur le droit des femmes et des familles, nous avons 87 CIDF qui disposent d'un service emploi ou d'un BAIE, donc BAIE, Bureau d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Et dans ces services emploi sont accompagnés plus de 22% de femmes âgées de plus de 46 ans. En 2012, on a eu au niveau des CIDF une forte remontée des CIDF, nous indiquant qu'il y avait de plus en plus de femmes seniors qui s'adressaient dans les services emploi et que les personnes, les conseillères et les conseillers emploi qui accompagnaient ces femmes étaient un peu démunis pour l'accompagnement de ces personnes, parce qu'ils se rendaient compte qu'au niveau des accompagnements classiques qui étaient proposés, ils ne pouvaient pas proposer la même chose à une personne qui arrivait sur le marché du travail et ils ne pouvaient pas proposer la même chose à une femme qui avait déjà beaucoup d'expérience professionnelle ou qui avait interrompu sa carrière professionnelle pendant de nombreuses années pour se consacrer à l'éducation de ses enfants. Donc face à ça, nous avons constitué un groupe de travail au sein de la fédération, avec un groupe de travail constitué d'une part avec des CIDF qui mènent déjà des accompagnements avec des femmes seniors, et un autre groupe de travail avec des partenaires de l'emploi, donc Force Femmes était associée. Nous avions demandé à l'AFPA de participer à ce groupe de travail et des associations de seniors, ce qui nous a permis dans ces groupes de travail, de vraiment faire émerger tous les freins que rencontraient les femmes seniors dans leur démarche de recherche d'emploi et d'en lister une quantité qui n'est pas négligeable. Donc dans les freins qui revenaient le plus souvent, on parlait de l'éloignement du marché de l'emploi et de ses conséquences, notamment sur la confiance en soi, sur la valorisation de l'expérience, pas tant de l'expérience professionnelle, mais pour les femmes qui étaient éloignées de l'emploi, comment valoriser l'expérience qu'elles avaient pu développer dans un cadre extra-professionnel. C'est-à-dire que pendant 20 ans, quand elles se consacraient à l'éducation des enfants, elles ont fait d'autres choses que de se consacrer à l'éducation des enfants. Pour certaines, elles ont fait partie des associations de parents d'élèves, elles se sont investies dans des clubs sportifs, elles ont fait beaucoup de travail associatif. Mais tout ce travail pour lequel elles ont développé des connaissances et des compétences n'est pas valorisé, n'est pas reconnu par les employeurs. Cette première difficulté, elles ont aussi une méconnaissance du marché de l'emploi, des secteurs d'activité qui sont porteurs et ont tendance toujours à se concentrer dans 12 secteurs d'activité professionnelle qui sont notamment les métiers du soin, de l'aide à la personne, du commerce, des métiers tertiaires. Ensuite, elles sont fortement discriminées sur le marché de l'emploi face aux employeurs qui préfèrent investir a priori dans des personnes plus jeunes en se demandant à quoi ça sert d'embaucher. C'est les remontées de terrain des employeurs qui se demandent à quoi ça sert d'embaucher quelqu'un qui va rester que 5 ans ou 10 ans dans une entreprise, alors qu'en embauchant quelqu'un de plus jeune, on est sûr que la personne, on n'est plus sûr de rien maintenant, mais que la personne puisse rester en poste et se développer dans l'entreprise et accéder à d'autres compétences dans l'entreprise. Les employeurs ont tendance aussi à considérer que les femmes seniors sont moins... qu'elles peuvent demander plus cher au niveau du salaire, qu'elles vont moins s'adapter dans les entreprises, qu'elles vont moins apprendre aussi, donc un moindre recours aux formations. Voilà, pour certaines femmes seniors aussi, des situations familiales qui sont vraiment un frein, soit parce qu'elles ont encore des enfants à charge, soit parce qu'elles sont en situation d'aidance familiale, c'est-à-dire qu'elles ont un parent à charge ou voire même un beau-parent à charge. Parfois même, elles ont encore à charge des enfants qui sont grands, mais qui se retrouvent eux-mêmes en situation de chômage, ou alors un conjoint qui est lui-même en situation de chômage. Donc tout ça, c'est compliqué, c'est un gros frein pour la recherche d'emploi.
Des problèmes de santé aussi, de plus en plus. Certaines femmes qui ont exercé des métiers difficiles, qui demandaient beaucoup de port de charge, sont usées par le travail et donc elles n'ont pas forcément, elles ne peuvent pas exercer le même métier. Et pour elles, ça devient compliqué d'envisager un changement d'orientation professionnelle qui tienne compte de leurs problèmes de santé. Et là, on revient aussi sur une autre problématique qui est l'accès au droit et l'accès à l'information sur les différents droits, sur la reconnaissance du statut de travailleur en situation de handicap, sur les aides dont elles peuvent bénéficier par rapport à ces reconnaissances de statut de travailleur en situation de handicap. Voilà, beaucoup de non-recours au droit et un manque d'informations sur toutes les démarches qu'elles peuvent entreprendre. Des problèmes de mobilité aussi, soit parce qu'elles sont en milieu rural ou pas forcément en milieu rural, mais des zones qui ne sont pas forcément desservies par des transports en commun, où elles n'ont pas le permis de conduire, ou alors elles ont un permis de conduire, mais elles sont dans une situation de précarité telle qu'elles ne peuvent pas non plus s'acheter un véhicule pour faire les déplacements, pour se rendre sur un lieu de travail. On a aussi abordé les problématiques de création d'entreprise, puisque de plus en plus, quand une personne ne trouve pas d'emploi, on a tendance à lui dire, mais voilà, avec tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tu as acquis une certaine expérience, tu as acquis une expertise, pourquoi tu ne vas pas créer ton entreprise ? Donc certaines femmes seniors sont accompagnées sur la création d'entreprise, mais au moment où elles vont aller contacter les organismes de crédit, on va leur demander de remplir un questionnaire, et dans ce questionnaire, il y a des questions sur la santé, sur l'âge, et pour certains organismes, c'est rédhibitoire de financer, c'est risqué de financer un projet de création d'une entreprise pour laquelle la personne présente des problèmes de santé. Voilà. L'objectif de notre méthodologie, donc une fois qu'on avait travaillé sur tous ces freins, il est apparu qu'on ne pouvait pas de fait de tous ces freins, proposer une méthodologie d'accompagnement qui soit un peu classique. Donc on est parti sur, notamment par rapport aussi à l'autocensure des femmes, je pense notamment à la formation, puisque les femmes se disaient à quoi bon moi-même me former si jamais j'ai que 5 ans, pourquoi je vais passer 1 an en formation pour me réorienter alors qu'il me reste que 5 ans à travailler. Donc on est parti du postulat dans cette méthodologie que tout ce qu'elles allaient faire dans leur fin de carrière professionnelle, ça pouvait ouvrir des perspectives sur l'après-professionnel. C'est-à-dire qu'avec l'espérance de vie qui augmente, pourquoi ne pas envisager le projet de fin de carrière comme un projet de vie réel pour la suite, pour après la carrière. Et du coup, ça a permis d'ouvrir d'autres perspectives et de travailler beaucoup, de proposer à ces femmes de travailler sur tout ce qu'elles avaient fait au niveau professionnel, mais également au niveau extra-professionnel, et de prendre tout cela en compte pour élaborer un projet qui soit quand même réaliste et réalisable en fonction du marché de l'emploi, du secteur local de l'emploi, de se servir d'une méthodologie qui fasse appel aussi à de la créativité, qui permettent de manipuler certaines, elles ont, faire de la peinture, proposer des activités créatives, de manière à développer encore plus tout le potentiel qu'elles pouvaient avoir. On a abordé aussi des questions qui étaient moins drôles, moins attractives pour les femmes, notamment toutes les questions qui étaient liées au deuil, donc le deuil physique, le deuil d'une personne, mais aussi le deuil d'un emploi qu'elles avaient occupé et qu'elles ne peuvent plus occuper. Et volontairement aussi, on parlait tout à l'heure des incidences de la santé sur la vie professionnelle. Une chose qui impacte beaucoup la vie des femmes seniors, c'est l'arrivée dans la ménopause, puisque derrière, ça entraîne des questionnements, et notamment un rôle par rapport à la société, puisque à partir du moment où elles sont ménopausées, il peut se poser la question de leur rôle dans la société, puisqu'elles sont plus en âge de procréer, quelle est leur utilité dans cette société, et derrière, ça peut aussi amener des questionnements sur quel est mon rôle dans la société, qu'est-ce que j'ai encore à apporter, qu'est-ce que je peux faire. Donc voilà, volontairement, on a consacré toute une partie de la méthodologie sur ces thématiques. La méthodologie a ensuite été testée dans 7 CIDFF, et les résultats ont été assez probants.
C'est-à-dire qu'on a réussi, c'est une méthode. L'avantage que nous avions, c'est d'avoir suffisamment de temps pour accompagner ces femmes. C'est-à-dire qu'on n'était pas sur des types d'accompagnement classiques tels qu'ils peuvent se faire au niveau des structures de l'emploi. Donc on avait vraiment le temps pour travailler avec elles sur tout ça, pour restaurer la confiance en soi, pour travailler sur le projet, pour envisager des pistes, pour aller rencontrer les entreprises. Donc voilà. Mais les retours que nous avons eus après, c'était que la méthodologie était très très bien par rapport aux femmes, elles sortaient de cet accompagnement reboosté avec l'envie de travailler sur de leurs compétences, sur de leurs projets, sur de ce qu'elles pouvaient faire. Mais là, quand elles allaient rencontrer les employeurs, elles se heurtaient à nouveau à ces images des employeurs, à ces stéréotypes qui sont encore véhiculés sur la place des femmes, l'image des femmes seniors. Et voilà. Et donc, on n'a pas forcément les taux de retour à l'emploi qui étaient escomptés du fait de cette réticence toujours des employeurs par rapport à l'image des femmes seniors. Voilà. Merci. Merci beaucoup, je vous en prie. Bonjour. Alors nous, chez Force Femmes, on ne s'occupe que de femmes seniors. Alors on considère que senior, c'est plus de 45 ans. Donc ça commence un petit peu à vraiment être assez bas. Voilà, c'est ça. On va pas descendre plus bas parce qu'après, ça serait vraiment... Donc depuis presque 15 ans, on ne s'occupe que d'accompagner des femmes de plus de 45 ans sans emploi dans un objectif de réinsertion professionnelle. Donc contrairement au CIDFF avec lequel on travaille depuis 15 ans, on ne va s'occuper vraiment que de réinsertion professionnelle, mais on travaille de façon très très proche avec l'ensemble des CIDFF France entière parce que, comme l'explique Claire, effectivement, nous, on a vraiment identifié ça comme un millefeuille de problématiques. Des problématiques sociales, de santé, de violence également aussi, on n'en a pas parlé, mais qui sont fréquentes, financières, etc. Petit avant-propos, moi ça fait 15 ans que je fais ça chez Force Femmes. Ça fait 15 ans que c'est un peu un non-sujet, que personne ne nous pose vraiment de questions. Et là, depuis 6 mois, j'ai été auditionnée par la Cour des comptes, le CSEP, la région Grand Sud, vous, et la semaine prochaine sur les questions d'entrepreneuriat au féminin par une autre commission parlementaire spécialement montée sur les questions, le groupe entrepreneuriat. Donc voilà, c'est très bon signe, c'est très bon signe. Et vraiment, on est ravis parce que nous, on dit toujours, c'est un petit créneau, mais ça représente énormément de personnes. Rien que sur notre public de bénéficiaires, on est quasiment à plus de 700 000 personnes. Nous, on est une toute petite association au regard de l'immense travail qu'il y a à faire. Majoritairement, les femmes que nous accompagnons sont seules à la tête de familles monoparentales. Ça aussi, c'est un énorme sujet. Effectivement, on ne pose plus la question de combien est-ce que d'enfants vous avez à charge, mais combien de personnes vous avez à charge, parce que c'est vraiment la génération sandwich avec les enfants et les parents. Voilà, le jour où il y aura autant d'hommes, voire plus d'hommes à la tête de familles monoparentales, on en reparlera, mais pour le moment, ça pèse vraiment sur leurs épaules. Donc les enjeux financiers sont vraiment très très forts. Et couplé à ça, alors moi j'ai juste un tout petit distinguo à faire par rapport à ce que Claire vient de dire, parce que globalement, on a à peu près la même population de femmes que nous aidons. Nous, les femmes que nous accompagnons, contrairement au CIDFF, pour l'immense majorité d'entre elles, donc 98% d'entre elles, ont travaillé toute leur vie. On a moins de 2% de femmes qui n'ont jamais travaillé ou sont sur une première entrée, etc. On est sur des femmes qui, globalement, ont été licenciées, sont en fin de mission et arrivent à un stade où elles envoient 400 CV et elles ont 2 réponses négatives. Voilà, on est vraiment sur ce profil-là de personnes qui, exactement comme l'a identifié Claire, parce qu'on a travaillé ensemble et parce qu'on se connaît bien, que la définition du projet professionnel, quand
quand vous avez travaillé pendant 20, 25, 30 ans, redéfinir votre projet professionnel en fonction des secteurs porteurs ou bouchers de votre métier qui parfois n'existe plus ou que vous ne voulez plus exercer ou tout simplement qui fait preuve de jeunisme à outrance, il y a un très très gros travail de redéfinition du projet professionnel. Donc effectivement, travailler ce projet professionnel avec une personne de 50 ans, là je considère que la question n'est pas genrée mais qu'elle est vraiment sur l'âge. Avec une personne de 50 ans ou une personne de 20 ans, effectivement, ça n'a rien à voir. Et à partir de ça, la définition du travail, du projet professionnel, on va travailler ensuite sur les outils. Une personne qui a 50 ans et qui n'a jamais fait un CV, qui se retrouve parfois pour la première fois ou deuxième fois de sa vie au chômage, sachant que les techniques, la méthodologie et la façon dont fonctionne le marché de l'emploi évolue tous les jours. Mettre 30 ans d'une carrière en une page sur un CV, parce qu'un CV ça fait une page et non pas 2 ou 3, sur une page c'est extrêmement difficile. Donc il y a besoin d'avoir ces groupes extrêmement homogènes avec des problématiques homogènes et des enjeux homogènes qui vont pouvoir se comprendre. Au-delà de la question de la confiance en soi qui, pour le coup, effectivement, est très générationnelle, mais est aussi très genrée. Ça, c'est très fort. Les questions d'autocensure, auto-jugement, de dévaluation sont malheureusement très féminines. Ça, on le voit. Donc, pour pas redire exactement tout ce que vient de dire Claire, je voulais juste compléter sur le fait qu'on a mené une enquête auprès de 1200 femmes de plus de 45 ans sans emploi sur les questions d'emploi. Donc on l'a publié hier, je vous livre les quelques chiffres qui pourraient vous intéresser. On a voulu axer nos questions sur les grands enjeux de l'emploi que sont la formation, la reconversion, la rémunération. On n'a pas évoqué les questions de mobilité, mais les questions de mobilité géographique, effectivement, sont très importantes. Donc sur 1200 femmes qui ont répondu en un mois à notre enquête, 64% sont prêtes à reprendre une formation courte, donc moins de 6 mois, et 25% une formation longue, de plus de 6 mois. Nous, on le voit au quotidien, la difficulté, elle est vraiment sur l'information, la sensibilisation à l'existence de ces formations et à leur financement. Tout ça pour vous dire que tout simplement, nous, on a des partenariats avec l'AFPA et le Greta et on les fait venir dans nos bureaux pour qu'ils puissent présenter déjà qui ils sont, leur façon de fonctionner et pouvoir présenter l'ensemble des formations au regard des enjeux, des métiers et des secteurs qui sont porteurs aujourd'hui. Il y a une très très grande mésinformation auprès des publics de femmes de plus de 45 ans que nous accompagnons. 68% envisageraient une reconversion professionnelle, autant un changement de métier que de statut, donc de passer du statut de salarié au statut d'entrepreneur. Depuis la création de l'association, on a de plus en plus mis en place cet accompagnement à la création d'entreprise. Il y a 10 ans, on avait 12% des femmes que nous accompagnions qui avaient un projet de création d'entreprise. Elles sont plus de 30% aujourd'hui. Donc l'idée, c'est aussi de se dire qu'il y a des objectifs d'avoir plus de femmes qui sont entrepreneurs en France. Je pense que le profil type de l'entrepreneur en France, c'est très clairement pas une femme de 52 ans. C'est plutôt un jeune homme jeune qui a fait des grandes études, voilà, qui crée une start-up, voilà. Donc on a aussi un petit peu envie de casser les codes et de montrer que c'est possible parce que le plus grand frein, alors au-delà de, on a travaillé avec pas mal d'entreprises et les pouvoirs publics justement sur les freins à l'accès à l'entrepreneuriat et à tous ces sujets pour les femmes, spécifiquement sur l'accès au financement, le plus grand frein, c'est elle-même. Elle ne croit pas en elle et puis continuellement on leur explique que c'est pas, il y a vraiment un sentiment d'imposture et que c'est pas pour elle. Quand on voit que 68% envisagent une reconversion professionnelle, c'est quand même assez important. 92% sont prêtes à faire des concessions pour retrouver un emploi, ce qui est quand même assez monumental. 55% sont prêtes à baisser leur rémunération et 58% à revoir la durée du contrat. Ça, c'est des chiffres qui, nous, sont très importants pour nous au sein de l'association parce qu'on a aussi un rôle d'aller informer, sensibiliser et convaincre les entreprises de recruter des femmes de plus de 45 ans. Travailler sur l'intergénérationnel comme force au sein de l'entreprise et comme
autre source de mixité au sein de l'entreprise et de montrer que c'est une richesse au final pour l'entreprise, on a un petit peu ce travail à faire au quotidien auprès des entreprises, alors partenaires ou non de l'association, d'intervenir auprès des salariés, des collaborateurs, des DRH, de déconstruire les stéréotypes. Il y a un gros travail de terrain à faire là-dessus. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, quand j'ai expliqué ce qu'était Force Femmes, on m'a dit des femmes de plus de 45 ans, mais elles sont proches de la retraite quand même. Voilà. Quand on sait que le profil type du patron d'entreprise en France, qui est donc un patron de TPE, est un homme de 65 ans, voilà, il y a encore beaucoup à déconstruire là-dessus. Donc nous, c'est très important d'arriver avec ces chiffres en leur disant n'ayez pas en tête que cette femme va être plus chère, qu'elle va rester moins longtemps, alors que c'est exactement l'inverse. Un jeune va, au bout de 2 ans, aller voir ailleurs, en fait, alors qu'une femme de 52 ans, elle n'a pas du tout envie d'aller voir ailleurs et elle cherche justement la stabilité, l'emprise et de transmettre ses compétences. Donc vraiment, ces chiffres sont assez importants. Et autant pour baisser la rémunération, on accompagne des femmes qui ne sont même pas reçues en entretien parce que le recruteur préempte du fait que, à toute façon, non, elle acceptera pas ce salaire. Voilà. Alors effectivement, après, tout ça est à peser et sous-peser, hein. Nous, les femmes que nous accompagnons, donc comme je vous disais, elles sont majoritairement seules avec des enfants et des parents à charge. On sait que réinsérer une femme que nous accompagnons chez Force Femmes, c'est réinsérer une famille de 4 personnes derrière. Donc les enjeux financiers et sociaux derrière, ils sont très importants. Concernant les discriminations et les stéréotypes, je vous donne les grands chiffres, hein. 35% pensent qu'être une femme est un frein dans leur recherche d'emploi ou de création d'entreprise, et 69% des sondés pensent que l'âge est un frein. Donc voilà, l'âge est très clairement le premier blocage. Et ensuite, être une femme, parce que les carrières sont moins linéaires, parce qu'il y a encore des inégalités salariales, ça se ressent même dans la retraite. Enfin, sur tous les aspects de la vie, elles sont discriminées. Et je pense aussi, là, il y a un très très gros travail de fond à faire sur le terrain et de façon très opérationnelle, sur la reprise de confiance, la sortie de l'isolement, arrêter de dire qu'elles ont des parcours atypiques, si elles ne remplissent pas 100%, mais 99% d'une offre d'emploi, répondent quand même, alors qu'un homme répond à 45%, il répond quand même. Voilà, c'est croire en soi d'abord, sortir de l'isolement, reprendre confiance et ensuite travailler. Parce qu'effectivement, quand vous vous retrouvez pour la première fois de votre vie au chômage à 52 ans, que vous n'avez jamais eu à faire un CV, que personne ne vous a expliqué comment faire, comment vous présenter en 3 minutes devant un recruteur, parce que là aussi, il y a une très très grosse différence. Le recruteur, plus de 3 minutes, il décroche en fait. Donc vous devez être pertinente avec un message très clair, argumenté, lisible et entendable en 3 minutes. Résumer 30 ans en 3 minutes, c'est beaucoup plus difficile qu'un jeune qui doit s'arranger avec son CV vierge pour justement broder intelligemment sur les à côté. Donc la difficulté, elle est aussi là. 51% des répondantes pensent que le coût est le premier des stéréotypes, puis le surdimensionnement et enfin la faible adaptation aux nouvelles technologies. 67% pensent que l'expérience est le premier des atouts des femmes de plus de 45 ans, le deuxième l'autonomie et le troisième l'intelligence relationnelle. Voilà, tout ça pour finir sur le fait que 86% ont confiance en leurs compétences et expériences pour retrouver un emploi et 78% sont confiantes en l'avenir. Donc on est quand même, heureusement, sur une note assez positive à la fin. Juste pour clôturer, nous, ce qu'on voit au sein de l'association, c'est que, pour reboucler avec ce que je disais au départ, c'est que malheureusement, l'emploi des femmes de plus de 45 ans, c'est pas un sujet isolé. Il est vraiment connecté au sujet de santé, de violence, de problématiques d'aidance aux plus jeunes, aux enfants qui deviennent effectivement eux-mêmes chômeurs. Toutes ces difficultés, c'est vraiment une accumulation et il y a un très très fort sentiment d'isolement. C'est globalement des personnes qui se sentent isolées dans le sens où nous, quand on lance une enquête, tout le monde nous dit « Ah, vous avez eu 1200 répondantes, c'est beaucoup. » On a eu ces 1200 répondantes en 15 jours.
en 15 jours, il y a 1200 femmes qui ont pris quasiment une demi-heure pour répondre à notre enquête. Et à la fin, on leur proposait de laisser leur numéro de téléphone si elles le souhaitaient. Il y en a plus de la moitié qui ont laissé un numéro de téléphone en disant « mais merci, en fait, on ne me pose jamais la question ». Donc voilà, elles sont un peu invisibles. Elles représentent quand même, alors nous concernant, hein, pour notre petite part de population, quasiment 700 000 femmes. Quand on voit les enjeux derrière, avec les enfants, les parents à charge, ça représente vraiment un gros enjeu qui est vraiment pas du tout assez pris en compte et socialement et financièrement parlant, c'est un gros enjeu qu'il ne faut pas négliger. Oui, simplement, j'ai peut-être été pas très attentive, mais la tranche d'âge de l'étude. Ce sont des femmes de plus de 45 ans et on est sur une moyenne d'âge d'à peu près 52 ans. Je vous précise juste qu'effectivement, on accompagne des personnes, des femmes, à partir de 45 ans et qu'on a vu arriver il y a 5-6 ans des femmes qui étaient à la retraite. Donc on s'est posé la question, à savoir si on allait les accompagner. Il y avait très clairement un enjeu financier, hein, le cumul emploi-retraite était absolument nécessaire. On s'est posé la question, on s'est dit qu'on n'allait certainement pas abaisser l'âge à 44 ans, mais par contre on allait, oui, prendre en charge ces personnes qui certainement en avaient largement besoin. Elles représentaient 2% il y a quelques années, elles sont maintenant 5%. Voilà, c'est un indicateur qui est quand même un petit peu alarmant, je trouve. Merci. Mesdames Troftiansky et Abdoulaye, je vous en prie. Merci, bonjour et merci de nous avoir conviés. Alors, Femmes Seniors, c'est, comme vous l'avez dit en introduction, quelque chose de vraiment une thématique très très large. Bon, il y a un certain nombre dans le temps qui nous reste sur cette soirée. Moi, je vais aborder un certain nombre de points, à la fois en rebond avec ce qu'ont dit les collègues des autres associations, puis peut-être de manière un peu plus spécifique sur les retraites. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les femmes seniors comme les femmes sont plurielles. Et ça, je crois qu'il faut bien l'avoir en tête. Alors, c'est vrai qu'on aborde les unes et les autres des sujets où on marque quelques vulnérabilités, fragilités, etc. Mais il y a un certain nombre de femmes seniors qui sont aisées, en bonne santé. Voilà. Et je ne l'aborderai pas aujourd'hui, mais on pourra aussi à d'autres moments compléter le propos. Il y a des sujets un peu transversaux qui sont intéressants sur les femmes et l'argent et le patrimoine, à la fois la manière dont on l'acquiert et puis à la fois aussi tous des aspects de succession qui sont des sujets de vie aussi sur lesquels des femmes peuvent prendre des décisions ou comment dirais-je, avoir des conséquences par rapport à leur vie. Et puis il y a tout le sujet aussi des femmes et de leur santé sur lesquels évidemment, en vieillissant, il y a des sujets spécifiques. Et quand je dis spécifique, c'est pas simplement de se dire que les hommes ont des cancers de la prostate et les femmes des cancers du sein. C'est plutôt une manière d'appréhender les femmes et la santé de manière spécifique en France. Donc voilà. Donc j'en parle pas maintenant, mais si vous avez envie, on pourra aussi l'aborder. On ne peut pas évidemment tout aborder ce soir. Donc le laboratoire de l'égalité, on est une association qui est créée depuis 10 ans. Et nous, on a notre sujet, c'est l'égalité femmes-hommes au travail. Et donc, évidemment, depuis 10 ans, on aborde ces sujets sous l'angle de la précarité, des familles monoparentales, des aidantes, du leadership, des petites retraites. Voilà, un certain nombre de sujets qui ont été évoqués. Là, tout à fait récemment, dans l'actualité, on a organisé un colloque sur femmes et retraites, qui a été organisé le 15 janvier, avec un certain nombre d'experts et d'expertes, à la fois du monde associatif, de la recherche et des organisations syndicales et patronales. Et donc, Jean-Paul Delevoye a conclu notre journée de travail. Pour ce qui concerne les retraites, en fait, nous, on voit les choses de la manière suivante. On a à la fois, il ne faut pas oublier à la fois
toutes les inégalités professionnelles qui ont des conséquences sur les retraites. Et donc ça, vous connaissez les chiffres, les écarts de salaire, le temps partiel. Je ne vais pas répéter tous ces chiffres que vous connaissez, mais toutes ces inégalités professionnelles qui ont des conséquences importantes sur les retraites. Et donc là-dessus, nous, évidemment, on a beaucoup de choses à dire, parce que si on a des chiffres que vous connaissez sûrement, mais j'en dirai au moins un sur les retraites, la pension moyenne de droit direct des femmes est inférieure de 42% à celle des hommes. Ce n'est pas 15%, c'est 42% quand on parle des droits directs. Donc, c'est 800 € de moins en moyenne par mois entre les femmes et les hommes. Si on considère que la retraite moyenne pour les hommes, c'est 1800, mais pour les femmes, c'est 1000. Enfin voilà, c'est ces chiffres-là qu'il faut bien avoir en tête. Après, on a évidemment un système de compensation dont la reversion qui fait que on arrive à des écarts de retraite de 29%. Mais on a des écarts qui sont monumentaux. Donc, on a à la fois toutes ces inégalités de carrière et à la fois on a un système de retraite qui a été créé, vous le savez, dans les années 45, avec une conception de notre société, j'allais dire encore plus patriarcale qu'aujourd'hui, avec une conception du couple où monsieur travaille et madame aide voilà, à la maison, et éventuellement on travaille mais il ne gagne pas d'argent ou n'a pas de statut. Enfin voilà, on est dans cette situation-là avec aussi une logique de politique nataliste assez forte. Donc au laboratoire de l'égalité, on se dit on arrive bientôt à 2020 et donc ce qui est très très important, c'est d'avoir en tête que ces inégalités entre les femmes et les hommes et ce système de retraite qui n'est pas adapté à notre société, il y a besoin effectivement de réaliser cette réforme parce que le système de retraite en France est injuste pour les femmes. Donc, après, comme vous le savez sûrement encore mieux que moi, il y a un certain nombre de travaux qui sont liés, qui se font avec les organisations syndicales et patronales actuellement. Et donc, il y a un certain nombre de travaux qui vont ressortir. Et donc, nous, on a commencé à la fois à faire un état des lieux très détaillé et à la fois faire un certain nombre de propositions, enfin plutôt sous forme de questionnement, et on vous enverra peut-être de manière complémentaire par mail les travaux que j'aurai peut-être pas l'occasion de tout, comment dirais-je, donner dans le détail. Mais c'est très très important d'avoir en tête qu'on a ce système de retraite qui est injuste, et en plus, on a un certain nombre de compensations qui ont été créées qui désavantagent les femmes. C'est-à-dire qu'on a des compensations au niveau des retraites qui sont indexées, enfin je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en fonction du salaire. Et évidemment, qui bénéficient davantage aux hommes, puisque c'est eux qui ont un plus gros salaire. Donc non seulement on a des inégalités, on a un système de retraite qui est injuste, mais en plus, les compensations qui ont été inventées pour, comment dirais-je, des compensations liées au fait qu'on a 3 enfants, eh bien, sont plutôt intéressantes plus pour les hommes que pour les femmes. Donc c'est complètement faux, parce qu'on a des compensations qui comment dirais-je, n'aident pas de manière supplémentaire les femmes et qui sont déséquilibrantes. Et après, on peut se poser des questions du type, justement, toutes ces compensations qui sont liées à 3 enfants. Pourquoi 3 enfants ? 2 enfants, 1 enfant, ça peut être effectivement un certain nombre d'idées qu'on peut avoir. Donc voilà, sur les retraites, j'y reviendrai un peu et on complétera évidemment par mail si vous le souhaitez. Sur la situation actuelle de l'emploi des femmes seniors, peut-être juste en focus, puisqu'il y a des choses qui ont été déjà abordées. On a un rapport qui a été fait par France Stratégie sur les seniors, l'emploi et la retraite,
Et donc, nous, on a extrait et on a regardé avec intérêt, évidemment, ce qui se passait pour les femmes seniors, qui sont plus touchées par le sous-emploi que les hommes. Alors, le sous-emploi, c'est la somme des personnes qui sont à temps partiel et qui souhaitent travailler davantage et qui sont disponibles. Donc, on a 7% des femmes de 55 ans et puis on a environ 5% des hommes. Il y a un sujet qui est très, très, très important, hein, si je continue dans ces focus, c'est le cumul emploi-retraite. C'est-à-dire que le manque d'information qui a été largement évoqué est une réalité. Donc là, il y a vraiment une information à faire et de se dire que c'est à 30 ans qu'il faut avoir les informations et pas à 60 ans. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit informé à 30 ans sur effectivement l'ensemble des décisions qu'on prend, si on prend quand on a un congé maternité, quand il y a un congé parental, qu'est-ce que ça, tout ça, quand on s'arrête, qu'est-ce que ça incidence comme incidence sur la retraite. Donc ce manque d'information est important, et du coup il y a un certain nombre de femmes qui arrivent à leur retraite, qui ne savent pas exactement combien elles vont toucher, et elles se disent, ma retraite est très basse, et du coup elles ne sont pas en capacité de travailler de vivre dans de bonnes conditions avec leur pension, et du coup elles reviennent sur un emploi. Et donc, on a un cumul emploi-retraite sur lequel, et ce n'est pas quelque chose de réfléchi, d'anticipé, pour un certain nombre d'entre elles peut-être, mais un certain nombre, elles ne se rendent pas compte. Donc, elles arrivent à la retraite, elles disent, mais j'ai que ça, et donc je vais me remettre à travailler. Et donc, je pense qu'il y a un focus à faire sur le sujet emploi-retraite de manière attentive. Encore une fois, on y a un peu travaillé, on va vous donner les éléments, mais ce point est important. Je voulais revenir sur un côté qui a été évoqué sur les femmes qui travaillent et qui, à partir de 45, 50 ans, 55 ans, sont considérées déjà comme des pré-retraités. Peut-être que vous allez auditionner des philosophes, des sociologues, mais moi, ce dont je me suis rendu compte, et là c'est en termes d'expérience en vie d'entreprise, c'est que, évidemment, on atteint tous un certain nombre de limites dans notre vie professionnelle. Eh bien, les hommes, quand ils ont atteint leurs limites, on leur dit, vous allez prendre des responsabilités. Parce que, d'un point de vue management, machin, etc., peut-être qu'ils n'ont plus apporté, mais on va leur dire, vous allez devenir secrétaire général parce qu'on a besoin de gens qui assurent la responsabilité, etc. Et pour les femmes, elles sont effectivement dans le paysage complètement out. Et c'est vraiment lié à la ménopause. Ménopause, ça veut dire qu'on arrête d'être en capacité de reproduire, et dans la tête des personnes, ça veut dire qu'on ne sait plus produire. Et donc, moi, je vous propose sur cet axe-là que d'autres, peut-être, encore une fois, psychologues, philosophes, sociologues, qui ont travaillé sur ce sujet, c'est vraiment dans l'inconscient collectif de considérer effectivement que les femmes qui sont dans cette époque de ménopause ne sont plus dans une logique de production. Et ça, je pense que c'est important parce que culturellement, ça veut dire après beaucoup de choses sur l'emploi des femmes dans les entreprises. Et je ne vous parle pas d'aspect leadership et de prise de responsabilité. Parce que des femmes qui ont 50, 55 ans, à la fois, elles sont dans une logique évidente où elles s'occupent à la fois de leurs jeunes, à la fois de leurs parents, de leurs grands-parents et de leurs beaux-parents, parce que les femmes s'occupent aussi de leurs beaux-parents, et ça c'est important à dire. Et d'un autre côté, comme les jeunes ne sont plus à la maison, elles ont aussi plus de temps, plus d'autonomie, plus d'indépendance. Donc les entreprises devraient se dire super, génial, on a des femmes qui peuvent remplir un certain nombre de responsabilités. Eh bien non. Eh bien non, le sujet maternité, reproduction, etc. suit tout le parcours professionnel. Et avant, c'est parce qu'on a des enfants, et après, c'est parce qu'on n'en a plus. Et donc, c'est vraiment, comment dirais-je, culturellement, un sujet qu'il faut bien appréhender pour comprendre toute la logique qui s'installe. Je ne sais pas si je voulais que je poursuive ou...
J'ai encore un peu de temps ou pas? Peut-être nous laisser la possibilité d'avoir des échanges. On pourra revenir sur un certain nombre d'éléments, si vous le voulez bien, avec à la fois les co-rapporteurs et puis Isabelle Roche et puis les autres membres des associations. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Enfin, nous vous remercions beaucoup. Juste peut-être en préambule, si vous voulez bien, je dis juste 2-3 mots, si vous en êtes d'accord. Alors, tout d'abord, je partage, mais à 3000%, le point que vous avez évoqué concernant la ménopause. Je ne me suis pas permis de le dire dans le cadre de mon introduction, même si je le pensais très très fort, et notamment sur le fait de la place de la femme qui est liée à sa fonction reproductrice. Donc il s'agisse en effet là de la ménopause, mais également regardons comment sont traitées aujourd'hui les femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, par exemple, dans certains pays, ou au contraire, celles qui font trop d'enfants. Donc les femmes font toujours trop d'enfants, pas assez, ou n'en font plus. Bref, ça pose toujours un problème. Et je crois qu'en effet, sur le sujet qui nous occupe, c'est une réflexion plus peut-être de l'ordre de la philosophique, sociologique, mais dans l'inconscient collectif, manifestement, il y a en effet un lien qu'il faudrait en tout cas au moins dire et énoncer clairement. Et peut-être que la délégation droits des femmes est en effet une des instances qui peut la formuler la plus explicitement possible. Le deuxième point sur lequel moi je souhaiterais revenir, je crois que c'est important de dire en effet que les femmes ont sûrement un certain nombre de freins. Donc je reprenais les propos que vous disiez, madame, à l'association Force Femmes, hein, c'est bien ça, un certain nombre de freins elles-mêmes pour aller vers l'entrepreneuriat ou vers une reconversion professionnelle. Mais comme pour tout type de rapport qu'on a pu faire à la délégation, qu'il s'agit des femmes et des sciences, par exemple, je crois que c'est important aussi de dire que ces freins ne reposent pas sur des artefacts construits par les femmes elles-mêmes, mais bien sur une réalité objective qui leur est imposée par la société, et que je ne dis pas qu'elles ont raison de se mettre ces freins-là, mais en tout cas, ils ne sortent pas de nulle part, et manifestement, ils sont aussi la concrétisation de ce que la société leur envoie, et je crois que c'est important aussi de dire, de ne pas toujours culpabiliser les femmes de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles ressentent. Et le dernier point, je crois que c'est important aussi que nous ayons une réflexion sur le numérique. Vous l'avez toutes souligné. Et le lien entre les femmes et le numérique à tout âge, d'ailleurs, ce n'est pas qu'une question d'âge, mais probablement que l'âge est un effet encore plus, en tout cas important dans la prise en compte de cette dimension, à la fois pour les problématiques de dépendance. Est-ce que dans le cadre de l'intelligence artificielle, par exemple, la question des besoins des femmes est prise en compte dans leurs besoins de dépendance ou leurs besoins à elles spécifiques? Voilà, je crois que c'est des points qui sont importants. Puis dans la recherche d'emploi, voilà, les deux points ne sont pas propres au rapport, mais que je souhaitais bien rappeler dans le cadre global des rapports qu'on a pu mener à la délégation droits des femmes. Sophie Panona ou Marie-Noëlle Baptista, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, revenir sur 2-3 points. Vous avez parlé effectivement, bien sûr, du retour à l'emploi à partir de 55 ans. Nous avons auditionné hier d'autres personnes qui nous ont parlé d'un projet avec Pôle emploi, justement avec l'élargissement de la cible Pôle emploi sur les femmes de plus de 55 ans. Je trouvais que c'était très intéressant, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et mettre effectivement en avant les atouts de ces femmes. Voilà, faire tomber tous les préjugés. Et voilà, donc Pôle emploi est en train, a priori, de travailler sur ce projet. On va approfondir. Moi, je trouve que la démarche est assez intéressante. Vous parliez également du cumul emploi-retraite. Est-ce que c'est en augmentation? Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce qu'il y a plus parce que des hommes également sont dans utilisent ce dispositif, l'emploi-retraite, le cumul emploi-retraite? Est-ce qu'il y a plus de femmes? Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ça? Vous disiez également que les femmes de plus de 45 ans sont susceptibles d'accepter une baisse de rémunération, de statut même pour à nouveau retrouver un emploi. Là aussi, par rapport à des hommes, est-ce qu'on constate ce même effet? Est-ce qu'un homme de plus de 45 ans, ça m'étonnerait, mais enfin, un plus âgé, mettons, est capable d'eux? Est-ce que ça existe? Et juste une remarque, je trouvais quelque chose de très intéressant quand vous parliez d'une femme qui
retournent à l'emploi à partir de 55 ans ou, peu importe l'âge, 50 ans, l'idée c'est qu'effectivement, il ne va lui rester, on va dire, que quelques années à vivre. En tout cas, cette période professionnelle sera relativement courte et de prolonger après cette période professionnelle. Donner un sens, en fait, le retour à l'emploi, donner un sens à sa vie après. Et je trouve ça très intéressant. On pourrait effectivement... La difficulté des femmes âgées, même si c'est un peu élargi aux personnes âgées, c'est justement quelle utilité, arrivé à un certain âge, on a dans la société. Et ça, c'est relativement difficile à vivre, sans doute, quand en plus on est à la retraite. On n'est pas les bras croisés à attendre la fin de sa vie. Donc, redonner peut-être de cette manière du sens à sa vie après sa vie professionnelle. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Oui, peut-être quelques questions complémentaires. Par rapport au jeunisme qu'on constate sur le marché du travail. Est-ce que vous avez des chiffres pour la proportion des femmes qui sont victimes de jeunisme par rapport aux hommes? Parce que ça existe aussi chez les hommes, mais est-ce que c'est encore plus... on le constate encore plus chez les femmes que chez les hommes? Sur la question de la ruralité, vous avez évoqué, madame, alors je suis de la ruralité, c'est pour ça que ça m'interpelle, puisque dans les secteurs ruraux ou de montagne, on a effectivement l'isolement à la fois physique, géographique, l'isolement numérique, parce qu'il y a encore la fracture numérique dans un certain nombre de territoires, et puis les questions de mobilité, où la recherche de l'emploi est souvent liée à la possibilité ou pas de se rendre sur le lieu du travail. Donc, dans les personnes que vous accompagnez, quelle est la proportion de femmes de la ruralité ou du milieu urbain? Et sur la question des violences faites aux femmes, est-ce que vous avez une forte proportion de femmes que vous accompagnez qui ont été victimes de violences et qui doivent du coup surmonter aussi la question de la confiance en soi et des handicaps supplémentaires par rapport à ces recherches d'emploi? Peut-être la collègue. Alors, pour répondre à votre deuxième question, malheureusement, oui. Nous avons énormément de femmes victimes de violences au sein du couple qui s'adressent à nous pour, d'abord, être informées sur leurs droits en la matière et puis retrouver un emploi. Sur la question de la ruralité, demain, je serai en mesure de vous donner des chiffres. On regardera notre base statistique, on vous transmettra nos copies. Mais là, je ne peux pas, à défaut de vous dire des choses approximatives, vous répondre correctement. Juste pour rebondir sur votre question précédente sur la question de la confiance en soi, la dévalorisation, etc. Je crois que c'est ce que nous, on fait au quotidien, de reconstruire leur confiance. Et leur confiance, elle a été abîmée ou cassée ou éreintée par tous les aspects, en fait. Par les questions de santé, effectivement de ménopause, entre autres, par les questions de violence, mais également parce qu'a tout à l'heure mentionné Claire, qui est la question du deuil de l'emploi précédent. Et ça, il y a un gros travail à faire à ce sujet. Et c'est un gros travail de reconstruction. Quand vous êtes licencié à 52 ans, ça ne se digère pas du jour au lendemain. De comprendre, d'analyser, d'appréhender et de se reconstruire. C'est pour ça qu'on parle de deuil de l'emploi précédent. Et je pense que cette question de confiance, elle est vraiment sur tous les aspects de la vie des femmes que nous accompagnons, avec pour effectivement objet central la recherche d'emploi. Donc on a ce travail qui est premier chez nous, au sein des CIFF, enfin je dis nous, Force Femmes et CIDFF, de reconstruire, de redonner confiance, et en sortant de l'isolement, de croire de nouveau en ses compétences, parce que ce sont des femmes qui ont des compétences, qui ont de l'expérience et qui ont quelque chose à apporter. Mais prendre conscience de ça et redonner confiance, ça c'est la base. La deuxième chose, c'est qu'en parallèle, nous on se rend compte vraiment de ça, c'est qu'on a à éduquer les entreprises. Éduquer, ça passe autant par informer, sensibiliser, faire la preuve, montrer le CV d'une femme de plus de 45 ans, expliquer, faire témoigner aussi,
déconstruire les stéréotypes et les préjugés qui peuvent exister. On intervient énormément avec des associations qui travaillent spécifiquement sur ces sujets. Une association particulièrement qui s'appelle La Compétence Égale, qui travaille vraiment sur recruter sans discriminer et qui, par le biais de baromètres, d'enquêtes, d'études, vient expliquer en entreprise. Et vraiment, il y a encore à faire la preuve, malheureusement. Et je dirais que même la première porte d'entrée, c'est d'expliquer, alors aux recruteurs, mais également à tous les managers, les collaborateurs qui vont recruter, déjà, comment recruter sans discriminer. Est-ce que tout le monde connaît alors on n'est plus à 19, on est à 21, mais ça va très très vite, critères de discrimination qui existent. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, de pas dire, de poser comme question lors d'un entretien. Tout ça, personne n'a été formé à ce sujet. Ça fait partie, entre autres, des missions de l'association à compétences égales, de former l'ensemble des recruteurs, donc DRH, consultants RH, mais d'aller plus loin, parce que maintenant, il y a énormément de collaborateurs qui recrutent. Et puis, il y a malheureusement le fait de reproduire aussi ces erreurs. Quand vous recrutez mal votre premier stagiaire, le stagiaire, après, il va recommencer et il se dit « j'ai le droit de lui poser cette question-là, on me l'a posée, je vais la poser ». Autant des questions sur la maternité, tout ce qui relève de la sphère privée. Donc il y a beaucoup d'éducation, de pédagogie et de vraiment à déconstruire et de former et d'informer en entreprise en parallèle de cette reprise de confiance. Et je pense que quand on avance dans ces deux sens, on avance pas mal. Après, juste pour clôturer sur la question du numérique, elle est absolument centrale. C'est des sujets qui évoluent tous les jours. Nous, on travaille depuis 15 ans avec Orange, SFR, maintenant avec LinkedIn, avec Google. Et ce sont des personnes qui s'engagent au quotidien à venir former et informer, expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'au-delà du fait de ne pas savoir comment ça fonctionne, personne ne leur a appris. Malheureusement, ce n'est pas chez Pôle emploi qu'on leur apprend. Deuxièmement, nous, on a encore affaire à des situations où une femme de 50 ans nous dit « Mais moi, à la maison, je ne m'approche pas de l'ordinateur parce que mon fils me dit « T'approches pas, tu vas tout casser ». Voilà, donc il y a ce blocage encore plus, donc on veut encore moins essayer, il y a encore plus d'appréhension. Donc vraiment essayer de façon pédagogique à expliquer comment le numérique est vraiment un levier sur tous ces volets, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas retrouver un emploi si on n'est pas malheureusement connecté, autant sur les questions d'identité numérique que de e-recrutement, que de visibilité en ligne, d'optimisation d'utilisation des profils des réseaux sociaux, etc. Voilà. Pardon, excusez-moi, j'étais un peu... Madame Roche, pardon, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. En fait, il y a déjà une question que je voulais poser auquel vous venez de répondre, ou presque, puisque ma demande, c'était, bon déjà, en fait, quelles étaient les demandes des employeurs? Alors ça, ce n'est pas la question à laquelle vous avez répondu, puisque vous avez évoqué l'enquête où les femmes ont finalement confiance en elles, sont confiantes dans leurs compétences, dans leur autonomie, mais quelle est la demande des employeurs par rapport aux femmes, par rapport à des personnes à recruter? Et ma deuxième question, justement, c'était quels accompagnements, quelles actions vis-à-vis des employeurs, parce qu'on se rend bien compte, et vous venez parfaitement de le décrire, les freins qui sont aussi dans la tête des employeurs. Et là, je voulais rebondir aussi sur ce qu'avait dit la présidente Marie-Pierre Rixain, qui était que la culpabilité ne doit pas être dans le camp des femmes, en tout cas la responsabilité, mais que le non-emploi des seniors est une responsabilité partagée, en tout cas une responsabilité de la société dans son entier, et pas uniquement des femmes qui ne sauraient pas, qui auraient un manque de confiance, parce que c'est un peu trop facile finalement de faire changer, de passer la culpabilité sur les femmes. C'est une société dans son ensemble. Et puis il y avait différentes réflexions qui me sont venues quand même, parce que 45 ans, la retraite, si c'est 65 ans, ça fait encore 20 ans de travailler, donc en fait on est à peu près à la moitié de sa carrière, donc c'est quand même très très long. Et puis alors, c'est peut-être aussi justement dans ce côté, ce que vous aviez dit sur la ménopause, on ne produit plus, donc je trouve que c'est un axe de travail très intéressant.
Et pour ça boucle en fait sur les notes que je me suis, ce que j'ai pris au fur et à mesure. Et à un moment, vous dites, tu vas tout casser en fait. Le fils qui dit à sa mère, tu vas tout casser. Et ça m'a fait penser tout de suite aux femmes qui ne pouvaient pas faire de la mayonnaise quand elles avaient leurs règles. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de malédiction féminine sur certaines données en fait techniques ou technologiques quand le corps de la femme, enfin comme si il y avait des ondes qui étaient envoyées. Alors ça c'est absolument, voilà, assez atterrant et assez aberrant, mais ce sont quand même des croyances populaires qui restent. Et il y a un livre actuellement, enfin un livre qui est sorti, qui s'appelle Sorcière et qui explique bien aussi ce genre de mécanisme. Voilà. Donc en fait, mes questions quand même, c'était quelles sont les demandes des employeurs? Et puis vous les avez bien décrit, l'accompagnement, mais si vous pouviez peut-être encore même prolonger par rapport à ça, ce serait très bien. Je vous remercie. Peut-être que tout à l'heure vous parliez de Pôle emploi. Moi, je voulais attirer quand même l'attention sur un point particulier, c'est les métiers du care. Je pense que et par rapport aux stéréotypes dont vous avez donné un exemple, mais il y en a évidemment beaucoup, les femmes, on est convaincu qu'elles savent s'occuper des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, etc. Et donc, je pense à elles parce que dans des périodes de reconversion, certaines fois, des personnes conseillères à Pôle emploi peuvent aller vers ce type d'orientation. Je pense qu'il faut vraiment bien travailler avec Pôle emploi de manière à ce qu'on considère effectivement qu'il y a tous ensemble et tout ensemble qu'il y a une mixité dans les emplois et que l'orientation, quand on voit une femme à tout âge, c'est pas qu'il n'y a pas souvent peut-être d'autres diplômes qu'on l'oriente. On peut l'orienter sur les jardins, sur la sécurité, sur beaucoup de choses. Donc il y a vraiment et puis après les femmes qui exercent ces métiers du care, je crois qu'il y a un sujet de la pénibilité de leur travail qui est pas suffisamment, comment dirais-je, partagé. Donc le sujet de la pénibilité pour l'ensemble des femmes est un sujet, mais de manière particulière pour les métiers du care. Et quand on regarde ces métiers du service, à la fois on sait que c'est très utile aujourd'hui et encore plus demain, et d'un autre côté, c'est des emplois qui sont dévalorisés, féminisés et peu rémunérés et souvent à temps partiel. Donc si je prends cet exemple, c'est qu'elle cumule quand même beaucoup de choses. Donc voilà, sur les chiffres, le taux d'activité des personnes âgées de 55 à 64 ans, il est de 57% pour les hommes et 53% pour les femmes. Vous posiez quelques questions sur les chiffres. Et ce qui est quand même intéressant dans les départs à la retraite, c'est qu'en fait, comme les femmes ont des parcours plus hachés, etc., elles doivent travailler plus longtemps. Et donc la réforme qui était la réforme précédente, le fait de passer de 65 à 67 ans, ça évidemment a eu un effet de préjudice important pour les femmes. Et donc ça aussi, il faut l'avoir en tête par rapport à l'âge de la retraite, pas simplement celui à partir duquel on peut bénéficier de la pension, mais celui à partir duquel on pourra avoir sa retraite complète. Et là-dessus, on a aussi des systèmes de retraite progressive qui sont pris par les femmes et qui permettent en fait à la fois d'avoir sa pension de retraite et de base et complémentaire, et puis de conserver un temps partiel. Donc c'est complémentaire et différent de ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans le cumul emploi-retraite qui se fait après. Là, c'est avant. Et je trouve que c'est les deux
la retraite progressive et le cumul emploi-retraite, après, c'est des choses aussi à appréhender parce que c'est des moments importants. Après, le dernier point que je voulais évoquer, c'est, vous le savez, le coût des EHPAD, qui sont entre 1 500 et 3 000 euros par mois. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se posent vraiment des questions par rapport à ce coût et qui mettent en rapport par rapport à leur retraite et qui ne savent pas très très bien comment tout ça va s'organiser. Et je pense que là-dessus, il y a aussi besoin, sûrement, d'expliquer des choses, parce que si on a une retraite de 1 200 euros et qu'on voit une maison de retraite qui est entre 1 500 et 3 000 euros, donc tout ça est compliqué et il y a beaucoup d'inquiétude, d'incompréhension, même si évidemment, en principe, on n'est pas que tout seul, parce que sinon on peut bénéficier de l'aide sociale de l'État. Et il y a évidemment tout l'aspect de patrimoine dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a un certain nombre de femmes qu'on a pu entendre ces derniers mois qui disent je suis comment dirais-je, j'ai pas d'argent. Elles ont un patrimoine, elles veulent pas le vendre et elles sont dans des conditions de pauvreté parce que aussi elles ne prennent peut-être pas la décision ou de vendre ou de regarder leur patrimoine dans leur globalité. Donc la notion aussi de pauvreté de ces femmes seniors, je trouve que c'est important de le regarder aussi ressources et aussi patrimoine et de l'ensemble des décisions que les femmes peuvent prendre ou pas, qui certaines fois disent « mais j'ai une petite retraite et je ne peux pas m'occuper de mes petits-enfants ». Moi, je leur ai dit souvent, écoutez, l'État va aider à ce que vos petits-enfants aient un emploi et vous, c'est pas à vous peut-être d'aider. Donc il y a toute cette logique, je trouve, de ces femmes seniors par rapport à la famille, aux familles, par rapport à la succession, par rapport au patrimoine, sur lesquels peut-être il n'y a pas une réflexion. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions partagées, de conseils aussi sur tous ces sujets. Vous voulez rajouter des éléments ? Bien, écoutez, je vous remercie en tout cas pour... Ah pardon, je vous en prie. Je vous en prie. J'avais 2 petits points à rajouter alors, concernant la ruralité et concernant les employeurs. Concernant la ruralité, on est en train de mener un projet qui n'est pas spécifique aux femmes seniors, mais qui va englober des femmes seniors dans le projet. C'est un projet expérimental qui se mène sur 2 territoires, dans le Cantal et dans l'Aisne. Tout à l'heure, je parlais des démarches proactives des femmes, de remettre les femmes au cœur de leur projet et au cœur de leur insertion sociale et professionnelle. Donc voilà, on va constituer 2 groupes de femmes dans ces 2 territoires et on va leur demander de mener un diagnostic de territoire de l'offre locale existante en matière d'accessibilité à l'emploi, de structures d'accompagnement vers l'emploi, de centres de formation, de structures qui permettent de faire qui donnent des informations sur l'accès aux droits, etc. etc. Et une fois qu'elles auront fait ce diagnostic de territoire, elles vont pouvoir aller rencontrer les élus pour leur dire pourquoi elles ne fréquentent pas ces structures, qu'est-ce qui manque pour qu'elles puissent avoir accès à ces structures. Est-ce que c'est des problèmes de mobilité, de garde d'enfants, de transport, d'horaire, d'ouverture, etc., etc. Donc voilà, on les place au cœur de leur démarche d'insertion et ça aura vraiment une plus-value sur le terrain parce que les recommandations viendront d'elles-mêmes envers les élus pour faire bouger les choses derrière. Voilà. Au niveau des... Le CIDEF des Côtes-d'Armor a mené un projet avec des femmes seniors, justement. Et là encore, les femmes ont eu une démarche proactive puisqu'elles sont parties à la rencontre des employeurs pour justement essayer de savoir pourquoi les employeurs n'embauchaient pas des femmes seniors. Donc, je n'ai pas encore là tous les résultats de cette étude, de cette expérimentation, mais je trouvais que c'était voilà, quelque chose de très important, que les femmes aillent elles-mêmes à la rencontre des employeurs pour faire l'étude de qu'est-ce qui bloque, pourquoi vous n'embauchez pas, qu'est-ce qui ferait que vous embaucheriez des femmes seniors, pourquoi vous ne les embauchez pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc voilà, une fois que j'aurai les résultats, je serai en mesure de vous les communiquer. Merci vivement. Je vous rappelle, mes chers collègues, la visite donc, de demain de la Cité des Dames, ainsi que la projection du film donc, Les Invisibles, le 13 février, donc la semaine prochaine à 19h. Et je rappelle aux membres du bureau
nous en avons 2. La réunion du mardi 12 février à 14h. Je vous remercie, bonne soirée. Au revoir. Merci, mesdames.